Bonjour, alors nous allons poursuivre les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes à deux N et toujours dans le cas de dihybridisme, nous allons voir le cas de gènes liés. À travers un exemple très simple, nous allons étudier donc le cas de gènes liés et puis nous allons étudier le cas. À travers un exemple très simple, nous allons étudier donc le dihybridisme dans le cas de gènes liés et ensuite on va essayer de le comprendre par des schémas illustrés et puis le comparer avec le cas de gènes indépendants. Allez, c'est parti. La drosophile, organisme diploïde, est une petite mouche qui présente une grande diversité de phénotypes. C'est pour ça qu'elle est très étudiée. Elle a même reçu, je pense, un prix, je ne sais pas lequel, pour sa participation à la génétique. Bon, premier croisement. On croise des drosophiles de lignée pure. Un mâle à abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax porte des soies. Toutes les drosophiles obtenues en première génération F1 ont l'abdomen uni et le thorax portant des soies. Alors une question très vague qu'on donne souvent, c'est quel renseignement peut-on dégager des résultats obtenus? Mais vous vous rappelez le genre de questions que je vous demandais de poser même si elles ne sont pas énoncées. Quel caractère on étudie? Sommes-nous dans le cas de monohybridisme, etc. Donc nous allons poser ces questions. Quels sont les caractères étudiés? Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme? Eh bien, on étudie deux caractères, l'aspect de l'abdomen et celui du thorax. Puisque chaque caractère n'existe que sous deux formes, abdomen uni ou abdomen rayé d'une part, thorax portant des soies ou thorax dépourvu de soie d'autre part, donc il y a deux couples d'allèles en cause. Et nous sommes dans le cas de dihybridisme. Question, la génération F1 est-elle homogène? Oui, la génération est homogène pour les deux caractères. Souvenez-vous, je vous demandais toujours de regarder caractère par caractère. Et on obtient 100% de drosophiles F1 à l'abdomen uni et thorax portant des soies. Quels sont ou quel est l'allèle ou les allèles dominants récessifs? Eh bien, l'allèle abdomen uni est dominant, l'allèle rayé est récessif. J'enlève l'allèle responsable de l'abdomen uni, ça fait un peu trop long. Donc l'allèle présence de soie est dominant, l'allèle absence de soie est récessif. Et cette fois-ci, nous allons un peu changer les symboles. On va mettre U+ pour l'allèle sauvage, dominant, uni, et U sans plus ni rien du tout, c'est pour l'allèle récessif rayé. Et S+, présence de soie, donc S+, c'est l'allèle dominant, et S, absence de soie, S, c'est l'allèle récessif. C'est pour que vous vous habituez à ces symboles, d'accord? Maintenant, j'aimerais faire une remarque. Dans le premier croisement, on vous dit qu'on a fait un croisement de lignée pure, donc normalement la génération F1 doit être homogène, et en effet elle est homogène. Et on vous dit un mâle à abdomen rayé et au thorax dépourvu de soie, et une femelle dont l'abdomen est uni et le thorax porte des soies. Eh bien, on a écrit le mot mâle et femelle, mais est-ce que le résultat... est-ce qu'il est en fonction du sexe de l'individu qu'on a croisé? Eh bien, ici, non. On ne dit pas on a F1 avec des mâles avec l'abdomen uni, le thorax portant des soies et des femelles avec, etc. Non. Le résultat, on remarque qu'il ne dépend pas du sexe. Donc, les gènes ne sont pas des gènes portés sur des chromosomes sexuels, même s'il y a écrit mâle, femelle, etc. Donc, vous faites attention. Deuxième croisement, on croise une des femelles obtenues en F1 avec un mâle à l'abdomen rayé et au thorax sans soie. Et on obtient la descendance suivante F2. 78 individus à abdomen uni et thorax portant des soies, 23 individus à abdomen uni et thorax sans soie, 19 individus à abdomen rayé et thorax portant des soies, 80 individus à abdomen rayé et thorax sans soie. Et la question
que vous devez vous poser, même si elle n'est pas posée. Comment a-t-on obtenu la génération F2? F1 avec F1 ou un test cross? Alors regardez bien l'énoncé. On croise des femelles obtenues en F1 avec un mâle double récessif. Regardez les symboles. Hein? Il a un abdomen rayé et au thorax sans soie. Ce sont les deux allèles récessifs qui sont responsables de ça. La femelle F1 est hétérozygote pour chacun des deux gènes et elle est donc croisée avec un mâle homozygote double récessif. C'est-à-dire il est homozygote pour chacun des deux gènes. Donc c'est un test cross. Les résultats F2 font-ils pencher en faveur de gènes indépendants ou de gènes liés? Alors comment savoir? Eh bien grâce au test cross. Suite à un test cross impliquant deux gènes liés, on s'attend à obtenir 100% de phénotypes parentaux. Suite à un test cross impliquant deux gènes indépendants, on s'attend à obtenir 4 phénotypes différents équiprobables, c'est-à-dire 4 phénotypes, chacun de 25%. Et dans cet exemple, la grande majorité des phénotypes obtenus en F2 correspondent à des phénotypes parentaux. Mais on a 2 phénotypes recombinés qui apparaissent. Alors, je m'explique. Si on a un test cross qui implique 2 gènes indépendants, on s'attend à obtenir 4 phénotypes, je vous l'ai dit, différents, équiprobables, à 25% chacun. Pourquoi? Parce que si les gènes sont indépendants, alors F1 devrait produire 4 types de gamètes dans une proportion de 25% de chaque. 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés. Résultant de quoi? D'un brassage interchromosomique en anaphase 1 de méiose. D'accord? Si le test cross implique 2 gènes liés, alors là, puisqu'ils sont liés, ils ne peuvent pas se séparer, ces gènes liés. Et donc, normalement, on s'attend à obtenir 100% de phénotypes parentaux. Bon, mais là, on a, je vous l'ai dit, 2 phénotypes recombinés. Remarquons un peu les résultats de F2. Les phénotypes parentaux. On a 70 individus abdomen uni et thorax portant des soies. C'est parental, donc ça peut à peu près 40%. 81 individus abdomen rayé et thorax sans soie. Ça, c'est le double récessif, donc on a 40%. Et le phénotype recombiné, c'est qu'on a abdomen uni et thorax au lieu de portant des soies, ils sont sans soie. Donc ça, le pourcentage est à peu près de 10%. Et 19 individus, abdomen rayé et thorax portant des soies. Donc ça, c'est un recombiné. Donc le pourcentage, il est de 10%. Donc on a 4 types de phénotypes, mais dans des proportions de l'ordre de 40% pour chaque phénotype parental, U+, S+, et US, et 10% pour chaque phénotype recombiné, US+, et U+S. Donc au total, ça fait 80% de phénotypes parentaux et 20% de phénotypes recombinés. La proportion des phénotypes parentaux est largement supérieure à celle des phénotypes recombinés. Ceci donc est dû à la non-ségrégation indépendante des couples d'allèles. Les couples d'allèles ne se séparent pas. Et donc les gènes sont liés et les phénotypes recombinés sont dus au brassage intrachromosomique crossing over. Alors je vais vous expliquer. Autre chose, la troisième loi de Mendel, il faut la connaître. Et là, les résultats ne concordent pas avec la troisième loi de Mendel. Il faut le signaler. Quand on dit que les gènes donc sont liés, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'ils sont situés sur le même chromosome. Et comme ils sont situés sur le même chromosome, ils ont tendance à ne pas être séparés. Observez maintenant cette image. Vous avez là 2 gènes. Chaque gène avec 2 allèles. U+ et U, ce sont les allèles d'un même gène. Et S+ et S, ce sont les allèles d'un autre gène, mais du même gène. Donc d'un autre gène autre que le premier, mais du même gène, S+ et S. Et vous remarquez qu'ils sont situés sur le même chromosome. U+ et S+ sont situés donc sur le même chromosome. Ils sont liés. S'ils n'étaient pas liés, ils seraient sur des chromosomes différents, comme le montre l'image ici. Par exemple, A, grand A et petit a sont 2 allèles du même gène
et grand B et petit b sont des allèles d'un autre gène et ils ne sont pas liés, ils ne sont pas situés sur le même chromosome. Bon, j'espère que maintenant vous avez compris, gène lié, gène indépendant. Vous devez donc vous rappeler que quand les gènes sont liés, c'est-à-dire situés dans des loci appartenant au même chromosome, eh bien, ces gènes qui sont situés à proximité l'un de l'autre sur le même chromosome sont alors transmis ensemble plutôt que de manière indépendante. Et c'est pour ça qu'on a plus de phénotypes parentaux. Mais s'ils partent ensemble, ces deux gènes, comment ça se fait qu'on ait des phénotypes recombinés? Eh bien, les phénotypes recombinés sont dus au brassage intrachromosomique, le crossing over. En prophase 1, on a une recombinaison des chromatides et donc des gamètes et par suite des phénotypes. Donc, on a des phénotypes qu'on appelle des phénotypes recombinés. Maintenant bien cette image. Elle vous montre un cas de crossing over en prophase de la première division de méiose. Les chromosomes homologues appariés, c'est-à-dire donc des bivalents ou des tétrades, on les appelle, échangent des portions de chromatides en réalisant des chiasmas. Et on obtient des chromosomes recombinés. Ce phénomène s'appelle donc le crossing over en anglais. Il est à l'origine d'un brassage intrachromosomique, donc à l'intérieur, intra c'est intérieur des chromosomes, entre les allèles des paires homologues. Et là, vous voyez le niveau du chiasma où va se faire l'échange d'une portion, d'une petite partie de chromatide. Une remarque très importante et qu'on donne souvent au concours ou au bac comme QCM, si la distance entre deux allèles ou entre deux gènes est petite, est-ce qu'on a une probabilité de crossing over plus grande? Regardez bien, si par exemple U et S sont très rapprochés, est-ce qu'on aura un crossing over, un chiasma entre eux? Eh bien non, plus la distance entre deux gènes est petite et plus le crossing over, le pourcentage du crossing over diminue. Donc on n'a pas de chance d'avoir un crossing over quand les distances entre deux gènes sont trop petites. On peut dire aussi que certains méioses peuvent se dérouler sans crossing over entre les loci des deux gènes étudiés. Dans ce cas, l'association des allèles au niveau des gamètes est la même que chez les parents. Donc on obtient uniquement des gamètes parentaux de type parental en quantité équiprobable, 50%, 50%, et donc des phénotypes parentaux à 100%. Allez, on continue l'exercice. Expliquez maintenant rigoureusement les résultats obtenus en F1 et en F2. Alors, si on vous pose cette question, qu'est-ce qu'on vous demande? L'interprétation chromosomique et l'échiquier de croisement qu'on attend. Alors, interprétation chromosomique du premier croisement. Donc, on a un phénotype donc U plus S+, donc on le croise avec US, donc double récessif. Les génotypes, donc on a U plus S+, et U plus S+, avec US. Et les gamètes, donc on a une seule sorte de gamètes puisque les parents sont de race pure, donc les gamètes sont, c'est la pureté des gamètes. Les gamètes ne peuvent transporter qu'un seul type d'allèle pour chaque gène. Donc on a seulement U plus S+, et dans l'autre cas, puisqu'il était aussi homozygote double récessif, donc on a les gamètes US. Fécondation, donc on a U plus S+, et US. Donc vous voyez bien que là il est hétérozygote. Et ensuite F1 on a 100% de U plus S+. Alors vous remarquez que pour les traits on a seulement deux traits. Dans le cas de gènes liés, deux traits entre U plus S+, ces deux traits symbolisent la paire de chromosomes. Et comme les deux sont situés sur un chromosome, donc on met U+, et à côté S+, et on met un trait. Un seul. Interprétation maintenant chromosomique du deuxième croisement. Phénotype, j'ai oublié le crochet, U plus S+, et on le croise avec un double récessif, US et US. Les gamètes, bien sûr, on a 4 types de gamètes, mais avec des proportions qui ne sont pas égaux. Les proportions, on a 40% de U plus S+, 10% de U plus S, 40% de US et 10% de US+. C'est-à-dire donc les parentaux, leur pourcentage est plus élevé que le pourcentage des recombinés. Maintenant, on réalise l'échiquier de croisement qui donne les résultats issus de la fécondation.
Et là, vous regardez un peu, j'ai changé l'écriture, regardez en bas, tout en bas, U plus S avec 2 traits en parallèle US, je l'ai changé, j'ai mis des traits horizontaux. Alors cette écriture, elle est la meilleure, si vous pouvez la faire, ce serait mieux, car elle montre qu'on a 2 chromosomes avec 2 locus différents pour chaque gène. Remarque, hein, le pluriel de loci, c'est locus. Alors maintenant, vous pouvez vous entraîner à travers cet exercice du baccalauréat, je pense, SVT 2018, dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile. On propose les résultats des croisements suivants. Premier croisement réalisé entre des drosophiles sauvages aux ailes longues et aux yeux rouges et des drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Les individus de la génération F1 sont tous de phénotype sauvage. Que déduisez-vous à partir des résultats de ce croisement? Alors tout de suite, c'est les mêmes questions que vous allez vous poser. Combien de caractères on a? On a 2 caractères. On a la longueur des ailes et la couleur des yeux. Donc nous sommes dans le cas de dihybridisme. La génération F1 est-elle homogène? Oui. Les individus de la génération F1 sont tous de phénotype sauvage. Quels sont les allèles dominants et les allèles récessifs? Puisque F1 est de phénotype sauvage, donc elle a des ailes longues et des yeux rouges, ce qui veut dire que l'allèle responsable des ailes longues est dominant, et l'allèle sur l'allèle donc récessif est vestigial, et l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant sur l'allèle responsable des yeux bruns. Deuxième croisement, réalisé entre des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns et des femelles de la génération F1. Le tableau suivant présente les résultats de la génération F'2 obtenus. Alors, la question qu'on va se poser, eh bien, est-ce que c'est un croisement entre F1 et F1 ou c'est un test cross? C'est un test cross, ça se voit, puisque les mâles sont double récessifs. Ils ont des ailes vestigiales et des yeux bruns. Et les femelles sont de la génération F1. Donc, puisque c'est un test cross, il va nous permettre de savoir si les gènes sont indépendants ou ils sont liés. Alors, on regarde les résultats. Ailes longues et yeux rouges, on a 716. Ailes longues et yeux bruns, on a 296. Ailes vestigiales et yeux rouges, 238. Et ailes vestigiales et yeux bruns, 702. Donc, si vous remarquez que les caractères parentaux, c'est ailes longues et yeux rouges et ailes vestigiales et yeux bruns, leur somme, elle est vraiment nettement supérieure à celle des phénotypes recombinés, 296, 238. Alors, je ne vais pas faire le calcul, mais c'est évident. Donc, les gènes sont liés. Ensuite, bien sûr, il faut donner l'interprétation chromosomique. Et voilà, vous avez le résultat, ils sont liés et avec une interprétation chromosomique qui montre donc comment sont disposés les allèles entre eux sur le même chromosome. Allez, entraînez-vous avec cet exercice. Et donc, je vous dis au revoir. Je pense faire une prochaine vidéo sur le génie génétique, Agrobacterium tumefaciens et la synthèse de l'insuline. Allez, à bientôt.